Bonjour, bienvenue dans Point de Vue, ravi de vous retrouver en direct sur le Figaro TV. Au sommaire de notre émission, aujourd'hui, la mort du streamer Jean Portmanov la semaine dernière a fait scandale. Elle soulève de nombreuses questions sur le contrôle des plateformes en France. La ministre déléguée au numérique a annoncé hier attaquer en justice Kik, la plateforme sur laquelle s'est déroulée cette tragédie. Véronique Reissoult, expert opinion sur les réseaux sociaux, viendra nous donner son analyse et son point de vue. Et puis on ira retrouver Timothée Delem, notre envoyé spécial, est aux rencontres des entrepreneurs de France, un événement organisé par le MEDEF. Ça démarre cet après-midi, un événement autant économique que politique. Et pour terminer cette émission, on évoquera le souvenir d'un grand homme, Alain Decaux. Il a transmis son amour de l'histoire à des millions de Français à travers des livres et des émissions de télévision. Son fils sera avec nous. Vous avez le programme, Point de Vue, c'est parti. Bonjour Véronique Reissoult. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur le Figaro TV. Vous êtes la présidente de Backbone Consulting, expert opinion sur les réseaux sociaux. Jean Portmanov est mort la semaine dernière en direct sous les yeux des téléspectateurs qui le suivaient sur sa chaîne. Est-ce que cette mort aurait pu être évitée ? Sans doute. Difficile de savoir jusqu'où ça pouvait être évitable parce que en fait, il était consentant. Sa vie avait changé grâce à cette émission. Dans le fond, bien sûr, personne ne recherchait un décès dans cette histoire, mais c'était un peu compliqué parce que vous ne pouvez pas non plus toujours sauver les gens malgré eux. Donc, évitable. Sans doute, s'il y avait eu plus d'attention et plus de travail de fond sur comment est-ce qu'on évite ce genre de spectacle tout court. On va y revenir tout au long de cet entretien ensemble. Hier, la ministre du Numérique a annoncé attaquer en justice la plateforme en question. Je vous propose de l'écouter brièvement et puis on y revient ensemble. Moi, d'un point de vue personnel, j'intenterai une action au tribunal judiciaire pour manquement face à la loi sur la confiance numérique, parce que je considère que Kik n'a pas fait tout ce qui était en son possible pour pouvoir mettre fin à la diffusion de contenu qui était dangereux. Et donc, nous allons lancer cette action aujourd'hui. Et puis, nous ferons en sorte que tout ce qui est dans la responsabilité de tous les services concernés puisse aller au bout le plus vite possible. Vous le savez, il y a une enquête qui est ouverte et nous suivons tout ça de très près. C'est une bonne idée, une bonne initiative de la part de la ministre d'attaquer la plateforme, d'après vous ? Oui, dans l'absolu, pourquoi pas. Je ne sais pas si c'est à la ministre de le faire en soi. C'est plus saisir la justice quand vous avez un homicide en direct semble assez logique. Est-ce que c'est le sujet de la ministre du Numérique ? Oui, pourquoi pas. C'est pas ça qui va changer fondamentalement les choses. Qu'après, il y a des réflexions, des discussions, des collaborations avec ce type de plateforme qui est une réflexion de fond. Là, pour le coup, je pense que ça, c'est le travail de la ministre. Après, on a une complexité, c'est que c'est une ministre qui raconte beaucoup de choses. C'est que son poste est rattaché à Bercy. Oui. Est-ce que le numérique aujourd'hui est encore un sujet économique ou est-ce que c'est un sujet sociétal ? On peut se poser la question. Moi, je pense qu'on est plutôt sur un sujet sociétal. Ça ne veut pas dire que c'est pas un sujet économique, mais c'est pas une économie. Enfin voilà, le temps de la start-up nation n'est pas fondamentalement aujourd'hui ce qui porterait notre économie. Donc que on s'attache à Bercy, qu'on ait une attention particulière sur ce pan de l'économie, oui, bien sûr. Qu'en revanche, il y a des vraies questions sociétales à aborder et qu'il y a un vrai sujet parce que le numérique est lié, en fait partie, transforme notre vie sur tous les pans de notre vie, la santé, la justice, l'art, l'éducation, enfin tous les pans de notre vie sont impactés. Donc c'est un sujet sociétal et ce sujet-là en fait partie. C'est un sujet de protection des individus, d'éducation des populations, d'échange et de compréhension des forces et des faiblesses de ces systèmes. Enfin, là, c'est un vrai sujet en soi qu'il faut prendre à bras-le-corps. Je ne sais pas si c'est une plainte auprès d'un tribunal qui va changer les choses et si c'est fondamentalement
à la ministre du numérique de le faire. De porter ça. Est-ce qu'on sait, est-ce que la plateforme en question, Kik, et on va revenir ensemble sur cette plateforme, on sait si elle a réagi à cette annonce de la ministre de l'attaquer en justice? Alors, elle a réagi et je pense qu'elle va coopérer. Et globalement, ce sont des entreprises. Après, la réalité de l'intérêt de ce type d'entreprise et surtout du business model, parce que ça, c'est un sujet très, très spécifique, qui là, pour le coup, pourrait être porté par le ministère. Oui, de fait, ils ont plutôt intérêt à coopérer, en tout cas à être dans un esprit d'ouverture. Voilà. Après, ça veut dire quoi coopérer? Quels sont les moyens que l'on peut mettre dans cette coopération? Quelles sont les réalités sincères quand vous êtes en train d'aller à l'encontre de votre business model? C'est un peu compliqué. Donc, bon, mais qu'ils soient dans une posture d'ouverture et qu'ils aient réagi, c'est déjà un bon signe. Oui. Vous parliez de business model et quel est justement le business model de cette plateforme qui est assez méconnue de la plupart des Français? Qui n'est pas si anecdotique que ça. Hein. Les Français, globalement, l'ont découvert. C'est une plateforme qui a une forte audience. Alors, le business model, il est simple, c'est votre audience génère des revenus. Et donc, en fait, vos revenus sont partagés avec ce qu'on appelle des streamers, donc les gens qui font ces fameux streaming, donc on va dire des vidéos en direct de la vraie vie, si on traduit en français normal. Et donc, il y a une plateforme qui est très connue, qui est Twitch. Oui. Twitch, en gros, vous avez 50% de vos revenus qui vont aux streamers. Sur Kik, c'est 95%. Donc, voilà, ils ne gardent que 5%. Donc c'est ça la particularité et le principal intérêt de cette plateforme pour les streamers? C'est principalement ça qui les a motivés. L'autre chose, c'est que les règles de modération sont plus que légères, en tout cas pour le moment. Ouais. Donc c'est un autre sujet. Pourquoi? Parce que vous avez beaucoup de gens qui commençaient sur Twitch. Pourquoi? Alors qu'on gagne moins bien sa vie, c'est qu'il y avait plus d'audience. Donc vous avez la réalité d'une capacité à aller gagner des auditeurs, des téléspectateurs, des streamers, des gens qui viennent regarder votre streaming plus forte. Mais sur Twitch, c'est assez réglementé, vous pouvez être banni. Et quand vous êtes banni, vous pouvez aller sur Kik, et sur Kik, vous aurez moins de difficultés. C'est des alternatives. Et c'est pour ça que se dire, on va fermer Kik, bah oui, mais quand vous fermez, on voit bien qu'il y a toujours une autre plateforme. Une autre plateforme qui va renaître, en fait, c'est ça. On peut avoir un débat sur la censure en soi, mais bon, vous ne pouvez pas empêcher les gens de s'exprimer, donc ils iront ailleurs. Après, il y a un sujet de fond sur ce qu'ils ont à dire et comment ils le disent et comment est-ce qu'on peut faire évoluer les choses. L'interdiction n'est pas la clé. N'est pas la clé. Parce que justement, sur cette plateforme, ce qui s'y passait, donc ce sont des gens qui se livraient à des vidéos, à des sortes de paris en direct. C'est à la fois ce qui se passe devant l'écran, mais ce qui se passait aussi derrière l'écran, puisque les téléspectateurs font partie du processus. Hein. C'est ça comment expliquer ça? Ils faisaient partie des vidéos, puisqu'ils étaient sollicités pour... D'abord, vous avez un contact direct sur ces plateformes. Vous pouvez commenter en direct, vous pouvez poser des questions, vous pouvez demander ce qu'on fasse des choses. Vous avez un système de sponsoring aussi, donc il y a aussi un sujet d'argent et de relations pécuniaires dans l'histoire. Donc oui, les téléspectateurs font partie de... Enfin, on n'appelle pas ça des téléspectateurs d'ailleurs. Oui. Mais, en tout cas, les gens qui visionnent font partie de... Après, justement, comme ils font partie de l'histoire, on peut se poser la question de quelles sont les motivations, pourquoi, comment est-ce qu'on peut informer, sachant qu'il y en a beaucoup, je pense, alors il n'y a pas eu d'études qui le disent, mais qui ne mesuraient sans doute pas la réalité de ce qui est en train de se passer. Parce que les streamers eux-mêmes n'arrêtaient pas de dire c'est scénarisé, c'est scénarisé. Donc dans le fond, est-ce que les uns et les autres avaient vraiment l'impression que ces souffrances étaient réelles? On parle de maltraitance infligée donc à cet homme, Jean Pormanov. Qui dit régulièrement « je suis d'accord » et qui a l'air d'être consentant. Tout est très orchestré. Donc il y a sans doute une bonne partie des gens qui regardaient qui n'avaient pas l'impression d'être en train de regarder quelqu'un qui était vraiment en souffrance et vraiment en train de se faire maltraiter. J'ai lu que oui, pour par exemple à 3 500 € de cagnotte, et bien pour chaque, je mets des parenthèses, erreur du fameux JP, et bien il recevait une claque. À 50 000 €, c'était des coups de taser. C'est ça dont on parle. C'est ça dont on parle, mais vous pouvez avoir l'impression de, oui, vous participez, vous avez envie de voir cette scène, mais dans le fond, est-ce que c'est vraiment un taser? Est-ce qu'il est vraiment en train de souffrir? Est-ce que c'est pas une sorte de cinéma
voilà, c'est... C'est fréquent ce genre de vidéos, de mise en scène, ou alors, parce qu'il y a un peu une sorte de flou quand même entre mise en scène et réalité, de voir de la maltraitance à l'œuvre. Alors, d'abord, la maltraitance, c'est quelque chose qui a toujours attiré. Alors, on va dire que dans les systèmes de vidéo et voilà, de direct ou pas direct, mais souvent c'était du direct. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Jackass. Alors, c'était pas une personne, il s'auto-infligeait c'était pas en des direct, trucs c'est ça, mais il se lançait dans des paris. C'est la fin des années 90, de mémoire, c'est ça. Et ça avait beaucoup de succès. Ils étaient d'ailleurs régulièrement obligés de dire attention, ne faites pas la même chose que nous. Mais bon, vous avez la réalité aussi des bizutages qui font partie de ce genre d'histoire. Régulièrement, quand ça va trop loin, on dit ça suffit, il faut réguler. Enfin voilà. Mais les bizutages continuent à exister. Alors, heureusement, de moins en moins violents et de plus en plus dénoncés, mais c'est une réalité. On va dire que l'âme humaine n'est pas toujours très jolie et les gens aiment bien voir ce genre de scène. Et oui, il y a pas mal d'endroits où on peut les trouver. Après, c'est la frontière entre réalité et fiction. Donc le mot scénarisé n'aide pas à comprendre que... C'est la défense des streamers qui travaillaient, si je puis dire, avec JP. Pour eux, non, c'est pas de la maltraitance. Leur ligne de défense, c'était des scénarios. Et puis après, c'est l'essence même de ces plateformes. C'est ce qu'on appelle du streaming IRL, donc des vidéos en temps réel dans la vraie vie, ce qu'on est en train de faire. Sauf que c'est sur une plateforme et que vous ne me maltraitez pas et que je ne vous maltraite pas, mais voilà. Et puis, il n'y a pas que de la maltraitance, il y a aussi des sujets pornographiques, il y a aussi des sujets assez nauséeux. Enfin, voilà, il y a plein de choses. De toute façon, c'est notre réalité en 3D, quoi. Hein, c'est notre société en 3D. Mais néanmoins, donc, Véronique Reissoult, il y a une réglementation européenne. Oui. Alors, vous n'avez pas le et droit. comment Mais c'est pas lié que aux plateformes, c'est que vous n'avez pas le droit de monétiser une maltraitance. Et la loi est claire. Donc, qu'est-ce qu'on risque si Alors, je ne suis pas une grande spécialiste juridique, mais je crois que les amendes et les années d'emprisonnement sont forts. Mais il va falloir que quelqu'un saisisse la justice. Après, elle peut s'auto-saisir aussi au vu de ce que l'on voit. Mais c'est pas spécifiquement une règle liée aux streamers et aux plateformes. C'est la réalité de vous n'avez pas le droit de maltraiter quelqu'un et encore moins le droit de monétiser cette maltraitance. Le parquet de Paris va ouvrir une enquête. Il veut savoir effectivement si Kik, la fameuse plateforme, a diffusé en connaissance de cause des vidéos d'atteinte volontaire à l'intégrité de la personne. Alors l'Arcom a été pointé du doigt dans cette affaire, à raison. Il faut rappeler que Kik avait été en décembre, il y avait eu un article de presse via Mediapart, l'Arcom a été saisi, il me semble, par la Ligue des droits de l'homme. Sur un autre sujet que celui-là, mais sur la même plateforme. Sur la même plateforme. Elle est pointée du doigt, l'Arcom, à raison ou pas ? À raison. Disons que la réalité de la capacité d'action de l'Arcom est quand même assez faible. D'abord parce que vous avez toujours ce débat de est-ce que ces plateformes sont des éditeurs de contenu ou est-ce qu'ils sont simplement des pourvoyeurs de Canal, donc dans le fond pas responsable du contenu, c'est toujours pas tranché, c'est plus compliqué que ça. La grande différence avec les journaux, puisque la responsabilité pénale des directeurs est engagée. Même ce que nous sommes en train de faire là, c'est le Figaro et donc c'est une réalité d'un journal. Donc vous n'êtes pas juste pourvoyeur, vous n'êtes pas indépendante, vous faites partie d'une réalité, d'une rédaction. Sur une plateforme, non, c'est chaque streamer est responsable de sa propre chaîne. Donc c'est le mode de défense. Donc déjà c'est un premier point qui fait que c'est un peu compliqué. Et après l'Arcom, ce sont des entreprises, là dans le cas présent c'est une entreprise australienne, c'est loin. Souvent ils n'ont pas de représentants en France. Quand ils ont un représentant en France, c'est très paradoxal, c'est sur eux qu'on tombe et en même temps, dans ces cas-là, ça ne pousse pas à avoir des représentants. Donc, c'est plus des sujets de discussion et d'interpellation. Donc oui, l'Arcom a été pointé, oui, et c'est assez logique, mais en même temps... les moyens qu'ils ont d'action sont quand même très faibles. Très faibles. Le président le directeur, plus exactement, de l'Arcom parle de la nécessité d'une nouvelle phase dans la régulation du numérique. Il faut une nouvelle phase de régulation dans le numérique ou ce qui est à l'heure Bien sûr, la régulation elle est nécessaire. Vous ne pouvez pas laisser les choses dans une logique de Far West. D'abord, il y a le DSA-DMA européen qui doit pouvoir s'appliquer. Donc, on n'a peut-être pas besoin de rajouter quelque chose. Commençons déjà par appliquer ce qui existe. Et puis après, c'est plus un sujet et d'éducation
et de gestion de crise. Hein. C'est une de nos casquettes, puisqu'on fait pas mal de gestion de crise. C'est vos spécialités. Là, dans le cas présent, l'un des sujets, c'est que de pointer du doigt ou d'expliquer que tout ceci était illégal et de fermer va plutôt générer une envie de... Et donc, vous n'êtes pas en train de faire en sorte que ça s'arrête, vous êtes juste en train de faire en sorte que ça se déplace ailleurs, et voire même d'être initié sur où est le nouveau lieu où ce genre dans un peu plus de secret, de programme. Voilà. En revanche, si vous les ridiculisez, si vous pointez la réalité de la stupidité de ce qu'ils sont en train de faire, au-delà de la méchanceté et du côté odieux, c'est en plus particulièrement stupide comme comportement, c'est l'une des seules façons que vous pouvez avoir de faire en sorte qu'il y ait une prise de conscience. Parce que personne n'a envie de se retrouver dans un système qui n'est plus soit secret, soit, on va dire, qui peut vous valoriser. Si vous êtes dévalorisé par le fait de regarder, mais dévalorisé aux yeux de vos pairs, pas des autorités, de vos pairs, ça perd un peu de sel, donc vous allez moins regarder, et donc là, c'est le meilleur moyen pour que ça s'arrête, parce que vous n'avez plus de recettes. Est-ce qu'il ne faudrait pas, avec ce monde numérique, vous le disiez, vous le soulignez tout à l'heure, qui est dans tous les aspects de notre vie, la solution, ce serait d'intervenir à l'école, de commencer, ou au collège, pour alerter, éduquer, informer. On va dire que éduquer, informer, ça ne peut pas faire de mal. Oui. On va dire que tout ce qui est tenté pour essayer de faire évoluer les choses, c'est à tenter, parce que c'est aussi la multiplicité des actions qui permettront d'avoir des résultats. Mais il y a quelque chose qui est rarement pris en compte, c'est ce que j'appelle l'intelligence collective. C'est qu'en gros, les gens qui sont eux-mêmes sur ces plateformes sont capables de signaler, sont capables de réguler. Il y a des plateformes comme Reddit qui fonctionnent comme ça et qui fonctionnent très bien, mais il faut donner les moyens aux uns et aux autres pour pouvoir modérer, pour pouvoir intervenir, pour pouvoir signaler, savoir ce que devient son signalement. Donc en gros, compter sur la réalité des gens qui utilisent le web, qui sont sur ces plateformes, parce qu'il y a des gens qui voyaient bien que ça n'allait pas et qui pouvaient le signaler, mais le signalement, il partait dans un vide... Voilà, c'était pas. Mais ils ne l'ont pas fait parce qu'ils pensaient que leur action n'avait pas une possible action n'avait pas d'effet, c'est ça? Oui, et puis sur les 3/4 de ces plateformes, c'est pas si simple que ça de dénoncer et de signaler. Il y a des endroits où c'est de plus en plus simple de le faire. Vous savez pas toujours ce que ça devient, mais cette réalité, elle est aussi que l'éducation, elle va se faire au fur et à mesure par les internautes eux-mêmes. Alors, mais des deux côtés, donc une intelligence collective du côté des plateformes et du côté de ceux qui regardent. En fait, et de ceux qui regardent, et puis vous y ajoutez une éducation et une pédagogie qui doit être faite le plus tôt possible à l'école pour comprendre quelle est la valeur de votre image, de vos données, quelle est la compréhension de ce monde en soi, comprendre les enjeux qu'il peut y avoir sur l'extimité et le danger de se mettre en scène. Il y a tout au long de l'éducation, que vous soyez, à chaque âge, il y a une réalité de quelque chose qui devrait être dans le programme d'éducation nationale pour bien comprendre. Il y a des pays qui le font d'ailleurs. J'allais vous poser la question. Les pays du Nord souvent font ça. Oui. Vous avez la fameuse vidéo sur le harcèlement qui a été Adolescence, qui est une vidéo, une série anglaise, hein, et qui a été diffusée et qui va être diffusée aussi en France. Ça fait partie de toute cette éducation. C'est pour ça que je vous dis, il faut multiplier les actions, multiplier les méthodes, et à force, on finira par avoir quelque chose qui bougera. Et dans celle qu'on n'a pas trop tenté pour le moment, c'est faire confiance aux gens et à leur capacité à dénoncer, ou en tout cas à signaler. À signaler, et sans doute à discuter avec ceux qui sont en train de le faire. Parce que si c'est un de vos pairs qui vous dit « mais ce que tu es en train de regarder, c'est juste une monstruosité, tu ne peux pas le faire », il est possible que celui qui regarde entende plus son père que... qu'une autorité supérieure qui vous dit ça n'est pas bien. Merci Véronique Reichsoul d'avoir été avec nous et de nous avoir livré votre regard sur cette question. Je rappelle le titre de votre dernier livre, L'ultime pouvoir, la vérité sur l'impact des réseaux sociaux. C'est aux éditions du CERF. Merci d'avoir été en direct sur le Figaro TV. Allez, on part dans direction le 16e arrondissement où nous attend Timothée Delem. Timothée, vous êtes sur le site de Roland-Garros. C'est là que se déroule la REF, la rencontre des entrepreneurs de France, 2 journées organisées par le MEDEF. Un événement économique, bien évidemment, mais aussi très politique.
Ah oui, tout à fait. Anne-Emmanuelle, c'est ici qu'on a rendez-vous aujourd'hui et demain. Près de 10 000 décideurs, des chefs d'entreprise, des économistes et des politiques également, vous l'avez dit, pour ces universités d'été du MEDEF, la REF, les rencontres des entrepreneurs de France. On va en parler. Je suis avec Charles Znati. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes porte-parole du MEDEF national, président du MEDEF Paris et puis bien sûr chef d'entreprise vous-même. Alors, on l'a dit, cette année, cette université d'été, elle est particulièrement marquée par cette actualité politique évidemment, avec ce discours de François Bayrou, avec ce vote également des députés qui est très attendu pour le 8 septembre prochain. Inévitablement, c'est dans toutes les têtes. Oui, alors la rencontre des entrepreneurs de France, c'est traditionnellement un moment, c'est vraiment le moment de la rentrée économique, la rentrée sociale, la rentrée politique aussi. Et cette année, je dois dire que on est particulièrement dans l'actualité. On l'avait senti un petit peu avec cette thématique qu'on a choisie en début d'été. Alors une thématique justement très tennistique, hein, jeu décisif, l'heure des choix. C'est vrai qu'on est à un moment de bascule. On est à un moment de bascule comme on s'attendait de l'être, hein, c'est-à-dire qu'on est dans une séquence politique dans laquelle le fait qu'il n'y ait plus de majorité au Parlement, mais des blocs qui peuvent se recomposer à tout moment, fait qu'aujourd'hui, les entrepreneurs, et le MEDEF c'est 240 000 entreprises, c'est 12 millions de salariés, les entrepreneurs ont une attente légitime de la part des politiques qu'ils prennent leurs responsabilités. Il y a des échéances qui sont les échéances traditionnelles de fin d'année, le vote du budget et la décision du Premier ministre d'engager la confiance de son gouvernement est à ce titre une mesure qu'on peut tout à fait comprendre. Alors, mais justement, quel est le moral ici des entrepreneurs, des chefs d'entreprise? Comment a été perçue cette décision de François Bayrou de mettre son avenir entre les mains des députés? Regardez, il fait beau. On est à Roland-Garros, qui est un des plus beaux stades de tennis, peut-être le plus beau stade de tennis du monde. Hein. Oui, mais il y a beaucoup d'incertitudes quand même sur l'économie et cette décision, elle n'arrange pas les choses de ce point de vue-là. Et voilà, mais c'est ça, vous parlez à un chef d'entreprise. Alors, on a un gros défaut, les chefs d'entreprise, c'est qu'on voit toujours la moitié du verre. La moitié pleine du verre. Donc effectivement il fait beau, on reste optimiste. Je vais vous dire, si on n'est pas optimiste quand on entreprend, c'est difficile parfois de trouver la force de se lever le matin, hein, puisque c'est un engagement, c'est quelque chose dans lequel on se jette à corps perdu. C'est pas juste voilà, une occupation, hein, c'est souvent quelque chose qui nous anime. Et nos entreprises et nos collaborateurs et nos salariés, c'est ce qui nous anime. Nos clients aussi, nos fournisseurs. Bref, c'est tout un écosystème à chaque fois. Donc, il y a à la fois une très grande inquiétude qui est liée à l'imprévisibilité. Vous savez, ce qu'on demande, c'est de la prévisibilité. On ne veut pas, les chefs d'entreprise sont vraiment adverses au fait que les règles du jeu changent sans arrêt. Donc c'est un optimisme inquiet aujourd'hui pour les chefs d'entreprise? C'est un optimisme avec les yeux ouverts sur une situation qui est extrêmement instable, qui est extrêmement volatile. Et la conséquence de cette volatilité, c'est quoi? C'est tout simplement qu'aujourd'hui, les entreprises n'ont jamais eu autant de trésorerie sur leur compte en banque. Pourquoi? Parce qu'elles ne prennent pas de décisions structurantes. Quand il s'agit d'embaucher, quand il s'agit d'innover, quand il s'agit d'investir, on se dit, on va attendre encore un petit peu avant de décider si on ouvre un nouveau point de vente, si on crée une nouvelle unité de fabrication, si on décide d'investir dans l'intelligence artificielle. Vous voyez, pour prendre des choses très basiques, très concrètes, voilà, dans la formation, si on recrute de nouveaux collaborateurs. Bref, on est dans un moment d'attentisme. Et donc, la réalité, c'est que nos politiques ont une énorme responsabilité. C'est de créer le climat de confiance qui permettra à la France de continuer d'avancer, à l'économie de continuer d'avancer. Et c'est justement l'objectif, l'un des objectifs en tous les cas de ces universités d'été, de ces rencontres, de les interpeller parce qu'ils vont venir, ils seront nombreux. On va en parler, on va revenir également sur le programme. Un dernier mot quand même, parce que sur cette actualité, Patrick Martin, votre patron du MEDEF, dit ce matin dans les Échos, si le gouvernement tombe, il y a un risque quand même qui est réel pour l'économie. Quelles seraient les conséquences si le gouvernement était renversé le 8 septembre prochain?
Alors moi, je ne suis pas économiste, c'est pas mon métier de disserter sur ces sujets. Mais vous êtes chef d'entreprise et j'imagine que les entrepreneurs regardent cela de près. Et oui, parce qu'en réalité, on sait tous, et je crois que tous les Français l'ont compris, qu'un pays, quel qu'il soit, a besoin de voter un budget. Donc, s'il n'y a pas de vote de budget, ça crée un trouble qui est en réalité très très important puisque ça fige et ça immobilise l'action de l'État. L'action de l'État, c'est sa crédibilité et c'est aussi sa crédibilité sur les marchés financiers. Donc aujourd'hui, on sait très bien que la France a une dette très importante et que ce trou de la dette, ce déficit, on continue de le creuser faute de mettre le budget dans une dynamique qui est une dynamique inverse où on maîtrise les dépenses. Donc le budget qu'a proposé le Premier ministre, qui correspond à 40 milliards d'économies, est un budget réaliste de ce point de vue-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui dans le pays qui est capable de faire mieux que ça ? La question se pose. Moi, je n'ai pas vu aujourd'hui de propositions qui ont été faites dans ce sens-là, qui sont des propositions qui sont dans le sens de l'équilibre budgétaire, parce que nul ne peut vivre sur la base durablement, sur la base d'un déficit. Donc ça, c'est la question qui va se poser. Alors, on va y revenir. On est toujours ici donc dans cette enceinte, ce mythique lieu de Roland-Garros, évidemment, avec ici le village des adhérents, différents stands. 10 000 personnes sont attendues pour ces échanges aujourd'hui donc et demain. Dites-nous-en un petit peu plus sur le programme, sur le profil des intervenants et puis sur la tonalité également des échanges. Je crois que le 10 000 personnes, je pense qu'on va battre ce record. Le MEDEF, c'est une organisation qui compte à la fois des organisations professionnelles, des fédérations donc sectorielles, et puis des territoires. Donc ici, vous avez représenté plus d'une centaine de fédérations de syndicats professionnels. Toutes les branches d'activité confondues sont présentes là, et puis des territoires. Ça veut dire qu'au MEDEF, vous allez avoir évidemment les grandes entreprises qui sont emblématiques de le CAC 40, mais aussi les entreprises de taille intermédiaire, les PME, les PMI et même les petites entreprises. Donc là, vous avez un aperçu de tout ce qui se fait dans l'écosystème MEDEF. L'objectif, c'est quoi? C'est de favoriser des échanges, c'est de créer des liens, des réseaux pour aller chercher des solutions justement très concrètes à toutes ces thématiques que vous allez aborder. Vous allez parler de réindustrialisation, de libre-échange évidemment, d'intelligence artificielle, d'économie verte aussi. C'est ça l'objectif, c'est créer des échanges ici et pour trouver des solutions concrètes, des débouchés concrets. Tout à fait. Alors, il est vraiment question d'ouvrir les chakras des chefs d'entreprise sur un certain nombre de sujets qui sont des sujets d'actualité, qui sont des sujets sur lesquels ils s'interrogent et où ils n'ont pas nécessairement eu le temps de creuser telle ou telle problématique. Ça peut être des problématiques de transformation environnementale, ça peut être de transition digitale, ça peut être des problématiques d'internationalisation, des questions qui ont trait à la politique sociale de l'entreprise, à l'égalité, à la diversité, à l'inclusion. Bref, tous les sujets sont représentés ici et chacun est libre, au travers des rencontres, d'aller vers les choses qui l'intéressent. Et puis, il y a effectivement un programme très très dense de tables rondes, de débats, avec des personnalités de premier ordre et des experts qui vont venir avec des sujets, par exemple, sur l'économie de guerre. Est-ce qu'on est aujourd'hui dans une économie de guerre? Quels sont les enjeux? Des sujets sur les terres rares, par exemple. Bien sûr, les sujets qui touchent à l'énergie, qui sont extrêmement importants pour la vie des entreprises, importants pour leurs comptes d'exploitation. Voilà. Et puis, c'est un moment aussi où les élus, les représentants élus, c'est-à-dire aussi bien les maires, les députés, les sénateurs, les ministres, etc., les gens qui sont dans le monde politique en général, ont l'opportunité de rencontrer des chefs d'entreprise en chair et en os, j'allais dire comme vous et moi, comme moi, et de les entendre.
et de dialoguer directement avec eux. Donc c'est une prise directe avec les forces vives de ce que la France, de la France qui produit et de la France qui travaille. Alors justement, puisque vous évoquez ces tables rondes, Charles Naty, suivez-moi, toujours donc dans cette enceinte de Roland-Garros, ces tables rondes qui vont se dérouler sur ce lieu mythique. Tiens d'ailleurs, c'est la première fois que vous organisez ces universités d'été ici depuis Roland-Garros. Vous avez cette année décidé de troquer l'hippodrome de Longchamp pour Roland-Garros. Pour quelle raison ? Écoutez, il y a beaucoup de raisons qui ont conduit à venir à Roland-Garros. Le lieu est magique. Il y a une histoire, il y a une infrastructure qui est superbe. C'était connu pour les internationaux de France. Demain, peut-être que ça sera encore plus connu grâce aux entrepreneurs de France. En tout cas, c'est l'occasion de leur faire découvrir un lieu que la plupart d'entre eux ne connaissent pas, puisque notre tissu d'adhérents est principalement un tissu qui n'est pas parisien, même si moi il se trouve que je représente le MEDEF Paris, mais en l'occurrence la plupart des entreprises ne sont pas parisiennes, et c'est une façon de leur faire connaître ce lieu. C'est une façon aussi de changer d'ambiance. Cette année, on a voulu mettre justement nos adhérents au cœur de cette manifestation. Et la façon la plus intéressante, disons, de mettre ça en scène, on a été séduit par, vous allez voir, ce lieu qui est formidable, où vraiment on va se retrouver tout à l'heure pendant les échanges et pendant les débats, d'abord très très près des gens qui seront sur scène, et on a un programme extraordinaire, et voilà, on est tous regroupés comme ça dans une forme un peu de théâtre à l'italienne. On est très proches et pourtant on va être très proches et pourtant très nombreux, donc ça va être un beau moment. Avec effectivement donc ce mythique stade de Roland-Garros, le cours central, le cours Philippe Chatrier. C'est ici que va d'ailleurs tout à l'heure prononcer son discours d'ouverture Patrick Martin, 14h, le président du MEDEF. Et un autre temps fort qui est très attendu, on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, c'est ce débat organisé demain, on l'a dit. Ce sont des rencontres avec des chefs d'entreprise, des économistes et puis des politiques, évidemment. Les différents chefs de parti sont attendus demain. Vous avez réussi là un joli coup, parce que vous allez, en tout cas c'est comme ça que c'est prévu, tous les réunir, les présidents des principaux partis représentés au Parlement. Qu'attendez-vous de ce débat ? C'est vrai que quand on voit la teneur des échanges tels qu'ils se passent aujourd'hui, quand on voit le contexte également, on a du mal à voir ce qui peut sortir vraiment de ce débat. Alors, vous l'avez dit, je le rappelle, aujourd'hui on est, j'allais dire, entre nous. C'est l'après-midi des adhérents. Ça commence avec le discours de Patrick Martin, qui est un peu la tonalité de la rentrée. Et ça va être très intéressant de voir comment il engage la rentrée au nom de notre collectif, du collectif qu'on représente. Je voudrais aussi signaler que cet après-midi sera aussi placé sous le signe de l'international. On reçoit le président du Sénégal et la ministre de l'économie du Maroc. Donc très intéressant aussi pour nos adhérents, parce que évidemment le continent africain, dans toute sa puissance et dans toute sa diversité, présente énormément d'opportunités. Mais c'est vrai que vous êtes attendu sur ce débat quand même, parce que les Français veulent avoir des solutions. Les Français attendent de voir ce qui va se passer tout simplement pour ce vote du budget, et puis pour leurs impôts, pour leur portefeuille. Est-ce qu'il y a des choses concrètes que vous attendez de ce débat ? Est-ce qu'il y a des messages que vous entendez faire passer auprès de ces responsables politiques qui seront tous ici même demain après-midi ? Alors demain, on commence avec le Premier ministre, François Bayrou, et avant lui même le ministre de l'économie, Eric Lombard. Donc ça sera une séquence très politique. Il y a d'autres représentants du monde politique qui seront présents. Et effectivement, la séquence finale va être particulièrement intéressante, puisque nous avons invité les principaux chefs de parti représentés au Parlement à participer. Je dois dire que Olivier Faure, qu'on avait convié, ne peut pas venir parce qu'il a lui-même un congrès, une université d'été du Parti socialiste, et également le Premier ministre Édouard Philippe, qui n'a pas pu se libérer d'une obligation qu'il avait. Voilà. Mais sinon, les autres seront là. Qu'est-ce que vous allez leur dire ? Quel est le message du MEDEF aujourd'hui aux différents responsables politiques de droite comme de gauche ? Mais surtout, ce qu'on voudrait, c'est qu'ils nous disent comment ils entendent prendre leurs responsabilités vis-à-vis
de l'économie française vis-à-vis des entreprises françaises, vis-à-vis des entrepreneurs. Puisqu'au fond, je l'ai dit tout à l'heure, 12 millions de salariés qui vont être face à eux et qui attendent, au même titre que les patrons, qui attendent de ces représentants du monde politique un discours, une proposition. Qu'est-ce qu'ils entendent faire de différent par rapport à François Bayrou? Comment ils entendent le faire? Et pourquoi ils pensent que c'est mieux pour l'économie du pays? Et qu'est-ce que ça va produire? En fait, ce qu'on attend de leur part, c'est aussi un engagement, j'allais dire, pour reprendre un slogan publicitaire célèbre, un contrat de confiance. Qu'est-ce que vous entendez faire? Comment vous comptez aborder la situation très particulière de la France, la situation économique de la France, dont on voit aujourd'hui, dont on sait aujourd'hui qu'elle est derrière l'Italie, derrière l'Espagne, derrière même la Grèce, ce qui est quand même un comble. Alors évidemment, c'est pas la même taille d'économie, hein. Le PIB français est évidemment beaucoup plus important que celui de la Grèce, mais tout de même, aujourd'hui, les investisseurs internationaux et singulièrement ceux qui achètent de la dette souveraine, commencent à regarder la France avec circonspection. Comment vont-ils faire pour leur donner confiance? Comment vont-ils faire pour nous donner confiance? Très rapidement, Charles Naty, puisque vous allez rencontrer des politiques, puisque vous avez un message à faire passer, est-ce que si le gouvernement de François Bayrou devait tomber le 8 septembre prochain, ce qui semble être la tendance, en tout cas aujourd'hui quand on voit les différentes déclarations, vous avez des candidats en tête, vous avez des orientations à donner peut-être sur le profil du prochain Premier ministre au MEDEF? Absolument pas. C'est pas du tout dans le registre de notre du mandat qui est le mien, et c'est pas du tout dans l'ADN d'une organisation telle que le MEDEF. Vous comprenez bien que 240 000 chefs d'entreprise qui sont représentés ici, 240 000 entreprises avec tout leur écosystème. S'il y a une diversité politique, voilà. Donc c'est pas notre sujet. Merci Charles Naty, c'est pas votre sujet. En tout cas, c'est un sujet qui va nous occuper évidemment ces prochains jours. Et puis, ce qui va nous occuper dans les médias, ce sont donc ces universités d'été que nous suivons bien sûr sur le Figaro à partir de tout à l'heure, 14h jusqu'à demain. Voilà, Anne-Emmanuelle, ce que l'on pouvait dire ici depuis ce stade de Roland-Garros, l'ouverture de ce congrès d'été, de ces rencontres, de ces REF prévues à 14h avec le discours de Patrick Martin. Merci Timothée Delem, merci à votre invité Charles Naty, porte-parole du MEDEF, d'avoir été en direct sur le Figaro TV. Et puis bien sûr, merci à Pierre-Henri Frotté pour ces images depuis le site de Roland-Garros. Retour dans les studios de Point de Vue. Bonjour Laurent Decaux. Bonjour, merci de me recevoir. Merci d'être en direct avec nous sur le plateau du Figaro TV. Vous êtes le fils d'Alain Decaux. Alain Decaux, un historien, une grande figure de la télévision. On va y revenir tout au long de notre entretien. À l'occasion du 100e anniversaire de la naissance de votre père, avec votre sœur, vous avez rassemblé 26 récits, 26 de ces récits pendant des années. Eh bien, Alain Decaux, il a raconté l'histoire de France à la radio, à la télévision, dans des livres. Ça démarre dès 1951, c'est ça ? Oui, c'est en 1951, effectivement. Il était journaliste dans la presse écrite d'après-guerre. Il tenait des chroniques historiques qui avaient pas mal de succès. Et il suggère à l'époque à l'antenne de radio publique une émission d'actualité sur l'histoire qui s'appelle La Tribune de l'Histoire. C'est au début, il fait ça avec André Castelot, qui sera son partenaire de toujours, et Jean-Claude Collin-Simard. Donc c'est une émission d'un format d'1 heure à peu près, où sur des sujets historiques, des dates anniversaires, il invite des historiens, des journalistes. Et puis au fur et à mesure, l'émission a quand même pas mal de succès, parce que pour l'époque, oui, parce qu'on est au début de la télévision, tous les foyers ne sont pas équipés. Non, alors au début, là c'est la radio, ça commence en 51, mais l'émission de radio rencontre un grand succès, elle prend de l'ampleur, et donc il décide avec ses partenaires d'en faire quelque chose d'un peu plus long, et c'est là qu'apparaît conjoint à la simple chronique ce qu'on appelle une dramatique, c'est-à-dire une pièce de théâtre jouée à la radio qui dure à peu près 1 heure, et ce système perdurera à la télévision avec La Caméra explore le temps en 56. Ils arrivent à la télévision, ils font exactement la même chose, donc c'est en direct, ce sont des pièces jouées, il y a toutes les plus grandes stars de l'époque, Michel Bouquet, le jeune Jean Piat,
Sylvia Montfort, voilà, tout ce qui se fait de mieux, qui se teste aussi à la télévision, parce que c'est assez étonnant pour un acteur de devoir jouer en direct, de devoir se placer. Il fait ça avec Stelio Lorenzi, qui est le grand réalisateur du moment, qui fera notamment Jacques le Croquant par la suite. Et donc cette émission a un immense succès jusqu'en 66, ça dure à peu près 8 ans, il y a une vingtaine de caméras, la caméra explore le temps, et là ce qui se passe, c'est que ça passe sous les fourches codines de la censure, puisque Alain Peyrefitte, le ministre de l'Information, suite à une grève des réalisateurs, décide de suspendre Stelio Lorenzi, qui était communiste, affilié, syndicaliste, affilié CGT, et donc mon père, par solidarité, se joindra à lui et connaîtra à ce moment-là une petite traversée du désert qui durera 1 an, 2 ans, jusqu'à la fameuse émission Alain Decaux raconte, qui a marqué des générations de téléspectateurs. Il faut réaliser que ce sont des millions de Français qui regardent Alain Decaux. C'est 38 millions à la grande époque de la caméra explore le temps, je crois que c'est ça. À l'époque, au tout début, vous le disiez, il y a seulement quelques dizaines de milliers de postes. On a beaucoup de retard sur les États-Unis, où il y a déjà des dizaines de millions de postes. C'est pour ça que mon père et Castelot s'interrogent au tout début de la caméra explore le temps. Ils ont fort à faire avec la radio, avec leurs livres. Ils ont du succès, sont des jeunes loups. Mais Stelio Lorenzi les convainc en parlant du modèle américain, en disant qu'un livre ne se vendra que par la télévision d'ici quelques années. Et c'est effectivement le cas. Et en 66, je parle de la dernière de la caméra explore le temps. Évidemment, ça crée... mon père monte des comités de soutien envers l'émission avec Castelot pour soutenir Stelio Lorenzi. Il refuse de poursuivre l'aventure. Il y a 1 ou 2 émissions qui sont enregistrées, qui vont passer. Donc il y a tout cet environnement qui fait parler de l'émission. Et la dernière, c'est 20 millions de téléspectateurs. Autant qu'une Coupe du Monde, on a du mal à imaginer ça aujourd'hui. Oui, c'est des chiffres qui sur les Qatars. Émission sur les Qatars. D'ailleurs, la petite anecdote, après l'émission sur les Qatars, il parlait du château de Montségur, qui est un des plus grands châteaux Qatars et des persécutions Qatars. Il faut savoir qu'il y avait une toute petite route qui montait jusqu'au château de Montségur, qui est sur un promontoire. Et après ça, c'est la légende familiale, c'est ce que me disait mon père en tout cas, il a fallu goudronner cette route, tellement il y avait un afflux l'été suivant de touristes et de visiteurs pour aller visiter ce fameux château Qatar. Alors Alain Decaux, c'est un nom qui est resté dans les mémoires. Il ne se passe pas une semaine quand vous déclinez votre patronyme quand on vous demande si vous êtes de la même famille. C'est dire la popularité de votre père qui est restée. Oui, alors ça c'est aussi quelque chose d'assez unique parce que il avait pas mal de cordes à son arc, journaliste, écrivain, homme de radio, homme de télévision. Donc les antennes françaises étaient un peu... les médias français, en tout cas, étaient un peu saturés par Alain Decaux. Et ça a duré 30 à 40 ans. Et ça s'est terminé parce qu'il a estimé qu'il devait partir en plein succès, juste après qu'il eut rejoint le gouvernement de Michel Rocard, de 88 à 91. Il est nommé au ministère de la Francophonie. C'est sa dernière grande mission, parce que c'est un homme de mission aussi. Et donc, oui, ce que je voulais dire, c'est qu'entre 88 et 91, c'est évidemment le ministre le plus populaire, et c'est d'ailleurs un cas unique sous la Ve République. Il avait une cote de popularité de 70%. Alors, 70%, c'est à chaque fois des chiffres qui font... Oui, c'est assez hallucinant. Alain Decaux, c'est un style à la fois vestimentaire, et puis c'est aussi une méthode, c'est un travailleur acharné. Racontez-nous. Oui, alors... pour ces émissions, moi je l'ai vu travailler. Moi je suis, par rapport à ma sœur qui est de 60, moi je suis de 80, donc on a connu, ma sœur a connu le moment de l'effervescence, comment c'est devenu finalement une très grande vedette de la télévision française. Moi je l'ai connu alors que c'était un homme assez assis déjà, médiatiquement, avec une forte légitimité, très établie. Il venait d'être élu à l'Académie française, donc voilà, c'était quelqu'un de très important. Mais moi, j'ai vu sa manière de travailler. Effectivement, pour lui, il n'y avait pas de vacances. Quand on partait en vacances, il prenait sa voiture, mais c'était pas pour... on allait dans le Midi, mais c'était pas pour sillonner les jolies routes de Provençal. C'était avant toute chose pour prendre une trentaine de livres dans son coffre. Donc il s'arrêtait jamais, il n'y avait pas de farniente pour lui, peut-être baignade
je parle de l'été parce que c'est là où je le fréquentais le plus. Comme c'était un homme de télévision, il pouvait prendre 2 mois de vacances. Mais oui, travailleur infatigable. Après, pour Alain Decaux raconte, sa méthode, c'était de lire tout ce qu'il y avait sur un sujet, parce que c'était une émission mensuelle, pendant 3 semaines. Puis le jeudi précédent de l'émission, à partir de toutes ces lectures, il l'écrivait entièrement sur une dizaine de pages. Il s'enfermait pendant 3 jours. Il absorbait, il apprenait, il paraphait les dates, les événements importants, les aspects psychologiques des personnages qui l'intéressaient énormément. Et puis le lundi matin, il arrivait, dans sa tête tout cela avait fait Flores, il arrivait à quelques lignes en noir et blanc parce qu'il fallait le photocopier, qui donnait à toute, quand il arrivait au studio d'Antenne 2 puis de TF1, qui donnait à toute l'équipe. Et il n'y avait pas de répétition parce que d'après lui, un acrobate est meilleur sans filet, bien sûr. Et puis du direct. Seul devant la caméra. L'œil devant la petite lumière rouge. Sans note, et voilà, quasiment. Sans aucune note. Sans aucune note. Pas de prompteur et dans les conditions du direct. Au début du direct complet, après il a fallu faire des incrustations. Donc c'était plus en direct, mais il demandait les conditions du direct et c'était toujours une seule prise. D'ailleurs, il s'est trompé une seule fois, finalement, où il a eu un véritable blanc, parce qu'il y avait des silences qui étaient assez calculés, parce qu'il essayait de se remémorer son plan. Je suis à la fin de la partie 1, je vais passer à la partie 2. Alors là, c'est aussi un ton qui donnait une dramaturgie à son récit, bien évidemment aussi. Évidemment, beaucoup de dramaturgie. Il faut savoir aussi qu'il était dans une troupe de théâtre quand il était jeune, donc ça avait dû le marquer. Oui, évidemment. Et le seul moment compliqué qu'il y a eu pendant ces 20 ans qu'ont duré Alain Decaux raconte, c'est lui fixer le petit point rouge de la caméra, et un technicien, c'est une autre époque, allume une cigarette juste à côté de la caméra, il voit un autre point rouge, il est complètement déstabilisé, et donc il s'interrompt. Et ça dure 1 minute, 2 minutes, et puis évidemment il réussit à quand même reprendre ses esprits et à continuer son émission. Elle lui vient d'où, cette passion de l'histoire, Alain Decaux, à votre père ? Alors la passion, c'est venu de ses lectures d'enfance. Il dévorait la presse, l'illustration, tout ce qu'il pouvait y avoir d'historique autour de lui, d'essais historiques. Et puis à l'âge de 10 ans, ce qui s'est passé, vraiment l'épiphanie, le révélateur, il a une crise d'appendicite, il est à l'hôpital à Lille, c'était un enfant du Nord. Et son grand-père vient le voir avec Alexandre Dumas, le Comte de Monte Cristo, en 7 ou 8 volumes. Mais mon père est complètement incapable d'ouvrir un livre et de lire. Il avait une fièvre énorme. D'ailleurs, sa mère dormait à son chevet. Il n'y avait pas encore la pénicilline. On l'a cru perdu à un moment. Et finalement, il réussit quand même à lire difficilement. Et puis il finit le premier volume et la température a baissé, et comme ça, de fil en aiguille, 5 jours plus tard, il avait fini le Comte de Monte Cristo, il n'avait plus de fièvre, la maladie était vaincue. C'est un miraculé de Dumas. Et à partir de ça, il est allé voir son professeur d'histoire au lycée Faidherbe, où il étudiait à Lille, le grand collège-lycée de Lille. Et il lui a parlé de ça, et le professeur lui a dit non, mais Alexandre Dumas, voilà, il s'amuse avec l'histoire, il la transgresse allègrement, tu vas lire ça. Il lui a donné du Gosselin le Nôtre. C'est un historien aujourd'hui à peu près oublié, mais qui mêlait la grande et la petite histoire, comme le faisait mon père. Et à partir de là, la passion est venue. C'est grâce à lui que Alexandre Dumas est rentré au Panthéon. Votre père, c'était donc un passionné, il avait envie de transmettre. C'est un homme qui s'engageait aussi. En octobre 1979, on va le voir à l'image, il fait la une du Figaro Magazine avec cette déclaration: on n'apprend plus l'histoire à vos enfants, la colère d'Alain Decaux. On le voit à l'image là. Oui, comme je disais, mon père, c'était un homme engagé, avec une tradition qui remontait à la Troisième République. C'est une famille qui a connu une ascension assez étonnante, mais qui, à l'époque, était permise par la méritocratie propre à la Troisième. Ses arrière-grands-parents étaient vanniers, ouvriers emballeurs, tisserands, vraiment des toutes petites gens qui vivaient pauvrement. Son arrière-grand-mère était morte à 28 ans en tissant des fils dans des caves de Valenciennes, puisque les métiers à tisser, le lin s'abîme moins quand on le tisse dans des sous-sols. Donc cette pauvre femme était morte en ayant donné naissance à 10 enfants, mais seul un avait survécu. Donc c'est pour dire vraiment d'où cette famille venait. Son grand-père qui
qui est aidé par une société philanthropique du Nord, va devenir instituteur, qui est un peu le maillon entre le prolétariat et la bourgeoisie de l'époque. De cet enfant va naître un garçon qui s'appelle Henri Decaux, qui sera avocat, et après viendra mon père. Donc il avait vraiment le sentiment que par l'éducation, que par la culture et l'enseignement, on pouvait arriver à de grandes choses. Lui, ce qu'il disait, c'est qu'on avait la foi à cette époque-là que les enfants, que les fils et les filles pourraient être mieux que leurs parents. Donc c'est dans cette tradition qui s'inscrivait, une tradition de gauche républicaine. Donc c'était un homme vraiment de mission, avec une grande tolérance et en même temps une grande foi chrétienne. Voilà, il a eu des combats toute sa vie. Et à l'âge de 50 ans, il s'est emparé de ce combat parce que des professeurs d'histoire-géographie sont venus le voir. Ouais. Lui qui était totalement autodidacte, qui avait renoncé à faire son droit à l'âge de 20 ans pour devenir journaliste, en lui disant « il faut que vous portiez ce combat ». Parce que l'histoire, on n'apprenait plus l'histoire de manière chronologique, au milieu des années 70. Ces deux professeurs d'histoire-géographie lui disent mais mon père leur dit, mais je ne suis pas professeur, vous le savez. Ils disent, mais si, vous êtes le professeur de tous les Français. Et donc mon père s'empare du combat. Français, on n'apprend plus l'histoire à vos enfants. Il faut restaurer l'enseignement obligatoire de l'histoire, puisque ce n'était plus le cas en CM1 et CM2. Il faut apprendre l'histoire avec des frises. Un an plus tard, il réunit autour de son nom vraiment les plumes de très grands historiens dans des tribunes. Ils se réunissent avec Fernand Braudel, avec des gens de tous les horizons, comme Michel Debré, comme Jean-Pierre Chevènement, comme un autre historien, très grand historien, Emmanuel Leroy-Ladurie. Et un an plus tard, l'histoire-géographie redevient matière obligatoire. On réhabilite la chronologie. Obligatoire et la chronologie. La fameuse chronologie, la frise chronologique. Qu'est-ce qui pourrait penser aujourd'hui, d'après vous, Alain Decaux, sur l'enseignement de l'histoire? Quel regard il pourrait porter d'après vous? Alors, il y a un peu cette idée reçue quand même que j'entends très souvent, l'histoire... voilà, nos enfants n'apprennent plus l'histoire, ils n'ont plus les fondamentaux. Mais ça sont un peu des idées reçues. Ma fille est à l'école de la République, dans le public, l'école de quartier, et dans sa classe en CM1, en CE2, il y a une frise chronologique. Mais c'est à la discrétion des professeurs encore. Donc évidemment, il faut que les maîtres et maîtresses soient formés à ça. On continue donc à apprendre l'histoire de manière chronologique, avec toutes les grandes étapes, les gallo-romains, tout ce qu'on a appris quand on était gosse, Jeanne d'Arc, même le vase de Soissons qu'apprend ma fille cette année, et la Révolution française, le Moyen-Âge, etc. Là où mon père irait, ce n'est pas forcément du côté de l'histoire. Je pense que c'est plutôt du côté de l'enseignement en général. Lui qui était un homme de livre, j'ai été marqué par ça. D'ailleurs, vous êtes vous-même Moi, je suis écrivain et je le suis parce que j'ai été élevé au milieu des livres, des 14 000 livres qu'il y avait dans son bureau. Vraiment du sol au plafond, de la kitchenette jusqu'au sanitaire. Il y avait des livres absolument partout. Donc ça a marqué toute mon enfance et c'était un refuge incroyable que ce bureau. Ce qui le désolerait, je pense, c'est justement ce recul de la lecture et l'addiction aux écrans. Il a pas vraiment connu ça. Le smartphone, il est mort il y a à peu près 10 ans. Mais c'est vrai que c'est un désastre, le temps de consommation des écrans à rebours du livre. Je lisais hier que les cas difficiles, c'est 50 heures de consommation d'écran par semaine, et les cas les plus terribles qui sont avérés, on est à 90 heures. Et c'est comme ça vraiment dans tous les milieux sociaux. Donc ce serait ça son combat je pense, parce que c'est le jugement critique, l'esprit critique ne se forme plus. Et puis il y a l'intelligence artificielle qui arrive. Et la plupart des enfants, là aussi, c'est une statistique effarante. C'est 90% des adolescents pensent que l'intelligence artificielle est plus pertinente qu'eux. Donc ils ne se forment absolument pas d'esprit critique parce qu'ils se réfèrent immédiatement à leur écran. Donc la formation de l'esprit critique, l'esprit militant, le besoin aussi justement de se donner un combat et une mission. Mon père qui a été un homme de grand combat pour le patrimoine aussi. Pour le patrimoine, oui, Chantilly notamment. Le château de Chantilly qu'il a sauvé, le château d'Alexandre Dumas qu'il a également sauvé des promotions immobilières, Alexandre Dumas qu'il a fait panthéoniser. Tout ça, je pense, le désolerait pas mal. Et s'il menait un combat aujourd'hui,
45 ans après ce que vous montriez tout à l'heure. On n'apprend plus l'histoire à vos enfants. C'est français. Levez-vous. L'enseignement va disparaître et l'écran va tout remplacer. Alors, pour retrouver, le temps passe trop vite, pour retrouver Alain Decaux à travers des récits, c'est dans ce livre, 26 récits que vous avez sélectionnés avec votre sœur. On retrouve Alain Decaux et ses merveilleux textes autour de Napoléon, Louise Michel, Cicéron. 26 récits à retrouver, sélectionnés par vos soins et votre sœur. C'est aux éditions Perrin. Merci Laurent Decaux d'avoir été en direct avec nous. Point de vue, c'est déjà fini. Merci de votre fidélité. Demain, vous retrouverez Vincent Roux aux manettes de l'émission. Je vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, passez une bonne après-midi en compagnie du Figaro TV, bien évidemment. À bientôt.